Je crois qu'il est 14h45, donc nous allons commencer, si vous voulez bien. Donc, je suis Laurence Fouqueret, architecte voyer général, bientôt honoraire. J'ai travaillé dans le département des édifices cultuels et historiques de la ville de Paris pendant 18 ans, dont 9 comme chef de ce département. C'est dire que j'ai aujourd'hui beaucoup d'histoires à raconter. Donc je vous propose, si vous le voulez bien, d'entrer dans l'administration, pour ceux qui n'y sont pas. Je dois évidemment certaines illustrations de la présentation à d'autres personnes que moi-même. Et s'il y a dans la salle des entreprises ou des maîtres d'œuvre qui ont travaillé avec nous, à l'avance, je les prie de m'excuser de ne pas avoir mis en place systématiquement pour chaque opération évoqué un générique complet. Je l'ai fait pour gagner un peu de la place pour les photographies et un peu de temps pour la présentation. Alors, je viens de suite sur l'organigramme. Le département des édifices cultuels et historiques se situe au sein de la sous-direction du patrimoine et de l'histoire, de la direction des affaires culturelles. Donc, vous entendez les mots édifices, affaires, culte, histoire, culture, patrimoine. Ces mots ont un sens, chaque mot compte. Ils sont le fruit de l'histoire de l'organisation des services et de l'évolution de leur mission. Donc c'est quelques mots de cet ADN que je vais vous donner maintenant. Notre histoire administrative commence évidemment avec la nationalisation des biens du clergé en 1789 et à peu de temps de là avec le Concordat de 1801 qui réorganise les cultes. C'est au niveau de l'État la Direction générale des cultes au ministère de l'Intérieur qui, progressivement au cours du XIXe siècle, nommera des architectes diocésains. C'est là, cette Direction générale des cultes, un ancêtre un peu indirect de notre service, mais significatif quand même, du fait que cette organisation signe la gestion spécifique du fait religieux, du fait cultuel et par suite des édifices cultuels. Au niveau de la ville de Paris, ce sont les services du département de la Seine et de la ville de Paris, avec dès 1816 un premier bureau des cultes qui est lié d'abord à l'état civil, on peut comprendre effectivement ce lien, mais à partir de 1822, la création du bureau des cultes et des beaux-arts, et c'est là qu'on voit la liaison entre la gestion des édifices de culte et les beaux-arts. Et ça, c'est quelque chose qui restera une constante pratiquement jusqu'à nos jours, vous allez voir comment. Je signale parallèlement à cela la date de 1837 qui est la création de la commission des monuments historiques. Pourquoi ? Parce que cette administration des monuments historiques, ces doctrines des monuments historiques se mettent en place dans la première moitié du XIXe siècle et par contact permanent du fait qu'une grande partie des édifices de culte figurent parmi les premiers édifices classés au titre de monuments historiques, il y a une sorte de communion de pensée et d'adoption des doctrines des services de la ville de Paris et des doctrines des monuments historiques. Et en ce sens, ça constitue une sorte d'ancêtre indirect et en tout cas, toute cette réflexion sur les monuments historiques fait partie de l'ADN du service. Une petite pensée pour Georges Courteline, c'est mon illustration, qui a écrit Messieurs les ronds de cuir, publié en feuilleton dans l'Écho de Paris en 1891. Georges Courteline a été pendant 14 ans employé aux Écritures, à la Direction générale des cultes du ministère de l'Intérieur. Évidemment, ce service l'a inspiré et lui a inspiré cette charge assez lourde sur l'administration. Je souligne la date du 31 mars 1860 parce que c'est la mise en place d'un service d'architecture du département de la Seine, un nouveau service d'architecture, avec un enjeu considérable. À ce moment-là, la ville est déjà en pleine propriété de 70 édifices cultuels et a en plus devant elle un programme énorme de construction de nouveaux édifices cultuels. Donc le service qui se met en place a pour architecte directeur Victor Baltard. Victor Baltard a auprès de lui un architecte en chef chargé
chargé de mission en quelque sorte pour l'hôtel de ville, un autre chargé de mission pour les beaux-arts et 4 architectes en chef qui dirigent chacun des sections thématiques. Ces thèmes, ce sont les différentes affectations. Un architecte s'occupe des mairies, des écoles, un autre des bibliothèques ou des théâtres. Et la 4e section, c'est celle des églises, temples et presbytères, avec pour architecte en chef Théodore Balu. Donc là, c'est vraiment un ancêtre direct. 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Donc l'histoire, je vous la résume, mais en gros, l'idée de la loi de 1905, en ce qui concerne les édifices, était de remettre aux mains d'associations cultuelles distinctes la propriété des édifices cultuels. Cela s'est fait dans la majorité des cas pour le culte protestant, le culte israélite. Ça ne s'est pas fait pour le culte catholique. Et donc les lois suivantes ont pris acte de cette situation. Et c'est une série de lois qui est constitutive du domaine cultuel municipal actuel. Je souligne la date du 25 octobre 1922, qui est l'arrêté préfectoral qui fait de l'ancien service des beaux-arts de la direction de l'architecture des beaux-arts et des fêtes, elle s'appelait comme ça à ce moment-là, qui fait une direction indépendante. Donc c'est la direction des beaux-arts et des musées. Et niché au creux, vous m'entendrez plusieurs fois dire ça, de cette direction des beaux-arts et des musées se trouve la section des édifices religieux. Je l'illustre par cette vue de la Trinité en 1922. Nous sommes aujourd'hui en train de monter à nouveau un échafaudage de restauration à la Trinité, mais il y a un précédent, c'est cet échafaudage de 1922 qui était rendu nécessaire pour réaliser déjà une importante restauration. Rapidement, je balaye le XXe siècle, où vous voyez dans les années 50 une direction des beaux-arts et de l'architecture, dont une sous-direction des beaux-arts, où se trouve la section des édifices cultuels. Dans les années 60, voilà la civilisation des loisirs qui arrive, et nous avons une direction des beaux-arts associée à la jeunesse et les sports, avec toujours cette sous-direction des beaux-arts et la section des édifices religieux à l'intérieur. Et puis les années 70, où on voit apparaître le mot culture avec la direction de l'action culturelle, encore associée à la jeunesse et les sports. Jusque 1978, qui est la création de la direction des affaires culturelles. Le service des édifices religieux, ou la section des édifices religieux, n'a pas bougé. Elle est toujours au sein d'un bureau des monuments, dans la sous-direction du patrimoine culturel. C'est plus les beaux-arts maintenant, c'est patrimoine culturel, dans cette direction des affaires culturelles. Et c'est à peu près la structure des services que nous avons aujourd'hui. Durant toute cette période, durant ces 20 ans, quels ont été les principaux événements extérieurs à la ville de Paris qui ont fait que le service a dû évoluer? Évidemment, la décentralisation de 2003. Avant 2003, les services de l'État étaient maîtres d'ouvrage de toutes les opérations sur les édifices classés au titre des monuments historiques à partir du moment où il y avait subvention de l'État. Après 2003, les services municipaux, qui étaient déjà maîtres d'ouvrage des opérations sur les édifices non protégés, sont devenus systématiquement maîtres d'ouvrage de toutes les opérations, y compris sur les monuments historiques classés, y compris quand il y avait subvention. Évidemment, le service s'est transformé à ce moment-là et s'est restructuré avec davantage d'agents appartenant au corps dit technique, de façon à augmenter sa capacité de maîtrise d'ouvrage. L'autre fait d'évolution, générateur d'évolution, est le décret de 2009 sur la maîtrise d'œuvre sur immeubles classés associé à l'évolution du statut des architectes en chef des monuments historiques, qui fait qu'à partir de ce moment, nous avons dû organiser une mise en concurrence sur les marchés de maîtrise d'œuvre concernant les édifices classés au titre des monuments historiques. Et puis enfin, progressivement, durant ces 20 ans, il y a eu de plus en plus d'édifices cultuels protégés par l'État, puisque nous sommes passés de 56 en 2004 à 66 en 2018. Je vous épargne les facteurs d'évolution interne à la ville de Paris parce que c'est une multitude de petites réformes d'organisation plus ou moins importantes, mais ces facteurs-là, en tout cas, sont les facteurs qui ont agi de l'extérieur sur notre service. Donc aujourd'hui, au sein des services municipaux, comme je vous disais, direction des affaires culturelles, sous-direction du patrimoine et de l'histoire, nous avons, pour travailler sur le domaine du patrimoine culturel, le département des édifices cultuels et historiques, c'est celui que je vous présente aujourd'hui, qui est gestionnaire de patrimoine, qui représente la ville auprès des affectataires cultuels et qui est maître d'ouvrage et maître d'œuvre interne, dans certains cas, de travaux d'entretien et de restauration.
Nous avons la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles, c'est notre service Frères Siamois, qui travaille également sur le domaine cultuel, chargé de l'inventaire et du récollement des œuvres, et maître d'ouvrage ou maître d'œuvre interne de travaux de sauvegarde et de restauration des œuvres et des corps portés. C'est un partenariat très étroit. Et puis le département de l'histoire de l'architecture et d'archéologie de Paris, par sa section d'archéologie, parce que, comme vous savez, il y a en général permanence des lieux de culte, et donc dès que, enfin il n'est pas rare d'avoir un lieu de culte construit sur un autre, lui-même construit sur un autre, etc. Et donc, dès que nous avons à intervenir en sous-sol, que ce soit une reprise en sous-œuvre, que ce soit un assainissement, nos collègues archéologues sont à même d'exécuter et de conduire les fouilles archéologiques préalables nécessaires. Et maintenant, nous allons parler travaux. Alors, évidemment, 20 ans d'activité, ce sont des centaines d'opérations. Donc j'ai fait un tri, évidemment. Ce que je vous propose, c'est de les regrouper par thème, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura des opérations de toiture, et ensuite des opérations concernant les murs, les façades, etc., puis des opérations concernant les orgues. Le patrimoine culturel appartenant à la ville, en résumé, je le rappelle, c'est 96 édifices affectés au culte, 80 000 œuvres d'art conservées à l'intérieur de ces édifices et 130 orgues cultuels également à l'intérieur de ces édifices. Leur répartition géographique, vous voyez les 96 édifices répartis sur le territoire parisien. Juste, j'attire votre attention sur, en matière de datation principale, les 36 édifices datant du XIXe siècle à partir de la Restauration et qui constitue un sous-ensemble extrêmement important des 96 édifices affectés au culte. Parlons toiture. L'enjeu des toitures, je ne vous fais pas un dessin, c'est un enjeu de paysage évidemment. Dans le paysage des toitures parisiens, vous avez l'émergence de splendides toitures des églises. Je vous montre Saint-Vincent-de-Paul, je vous montre Saint-Paul-Saint-Louis. Évidemment, les conséquences en matière de dégâts des eaux sont connues. Vous voyez Notre-Dame du Perpétuel Secours provisoirement protégée par des bâches et les dégâts que nous avons pu constater à Saint-Vincent-de-Paul. Bon, ça c'était il y a 20 ans. Entre-temps, l'entretien nous a permis de juguler les infiltrations, mais la toiture est quand même à refaire. Alors, je vous montre juste cette liste parfaitement indigeste. Je ne vous la lirai pas, je ne l'exploiterai pas. Sachez qu'elle existe. De mémoire, en faisant défiler la liste des édifices cultuels et en associant à chacun d'eux l'opération qui les a concernés, j'en ai retrouvé 58. Donc ça vous donne cette liste. Celles qui apparaissent en bleu sont celles qui sont actuellement en chantier ou en cours de lancement. Voilà, 58 opérations de restauration significative. Je ne parle pas des petites réparations, mais des restaurations en tout ou partie de toiture des édifices cultuels parisiens. Plusieurs méthodes, l'entretien programmé. Ça, on aime beaucoup quand on parvient à travailler de cette manière. C'est quelque chose qui, une manière d'intervenir qui prévient évidemment les dégâts, qui consiste à utiliser des lignes budgétaires thématiques annuelles sur lesquelles, au lieu d'intervenir en pompier et en urgence, on programme d'une année sur l'autre et en continuité la restauration de certaines couvertures. C'est possible quand on peut les subdiviser en travées, par exemple, ou bien en bassins versants. Ça a été le cas, est-ce que je retrouve ma flèche? Oui, voilà. Ça a été le cas ici à la Trinité, sur les couvertures basses. Ça a été le cas ici à Notre-Dame d'Auteuil, où les différents versants ont été, les couvertures des différents versants ont été refaites progressivement, avec un petit bonheur qui a été celle de la couverture de la chapelle axiale, refaite donc, et une fois que l'édifice a retrouvé son étanchéité dans ce secteur, nos collègues de la conservation des œuvres d'art ont pu intervenir en restauration du décor intérieur. Le plus souvent, ce sont des interventions en opérations successives, c'est-à-dire ce sont des lignes budgétaires localisées qui sont affectées à une partie de toiture, et c'est de cette façon que nous sommes intervenus à l'église de la Madeleine. L'église de la Madeleine, c'est énorme. Toutes les toitures, c'est 110 mètres de long, avec sous chéneaux et sur les corniches et sur la frise de corniche, un décor sculpté, parce qu'on traite également toujours la maçonnerie sous chéneaux, évidemment. Le chéneau que vous voyez là, qui est refait en cuivre, vous pouvez vous promener dedans comme dans un couloir. Donc ces dimensions font que à chaque opération, ce sont des millions budgétairement.
simplement par le fait de la surface et de la dimension. Donc l'opération que je vous montre là, c'est la dernière en date, c'est celle des chéneaux et corniches du côté est qui a été livrée en 2018 et qui achève donc le complexe de restauration des toitures. On va pouvoir maintenant travailler sur les façades. Les toitures en restauration complète, ça nous arrive, et notamment j'en ai plusieurs exemples, et je vous cite là celui de Notre-Dame-de-la-Croix dans le 20e arrondissement. C'est un grand vaisseau couvert en ardoise, donc la couverture a été entièrement restaurée, ainsi que des éléments de charpente, des détails de lucarnes, des petites lucarnes de ventilation, comme vous le voyez. Je vous montre ici les toitures basses, ici et ici, avant restauration. Nous avons vu que le chevet devait être à l'origine, que les toitures basses devaient être à l'origine en cuivre. Donc au moment de la restauration, nous avons refait la totalité des couvertures basses en cuivre pour retrouver le matériau d'origine. Ce type de restauration, c'est également l'occasion de bien voir, de bien étudier et de bien comprendre quelque chose qui est quelquefois un peu confus et difficile à analyser, c'est le système de charpente. Et c'est le moment où on est en découverture complète de ces éléments de grand comble, est toujours passionnant parce que là, évidemment, on voit clair et on voit très bien comment sont constituées ces charpentes. Dans le cas de Notre-Dame-de-la-Croix, vous voyez une grande charpente, c'est un édifice Second Empire, hein, vous voyez une grande charpente en bois et puis un système de structures métalliques constitutives des voûtes. C'est-à-dire que en sous-face de la voûte, vous avez ces petits arcs très légers en fonte ajourée, qui ont l'air de tenir miraculeusement. Ce n'est pas du tout un miracle, c'est qu'il y a une sorte de contre-structure au-dessus de la voûte que vous voyez là, une contre-structure de profilé métallique qui sous-tend en quelque sorte ce système. Voilà, ces restaurations sont également l'occasion de documenter et de bien comprendre ce type de structure. Un joli souvenir qui est cette opération de retour de l'Archange à Saint-Michel-des-Batignolles dans le 17e arrondissement. Vous voyez ici, à gauche, ce clocher d'une église des années 30, brique et béton, qui est très, à l'évidence, il lui manque quelque chose en haut. En fait, cette sculpture de l'archange avait été déposée dans les années 80 parce qu'elle penchait très nettement du côté où elle allait tomber et elle était restée dans les dépôts en attente de sa repose. Cette opération nous a donné l'occasion de restaurer toutes les parties hautes du clocher. Ça, on ne s'en rend pas compte d'en bas, mais en fait, il y était assez fortement fracturé, pas prêt du tout à recevoir un élément aussi important que cette grande sculpture. Et donc l'opération a consisté à incruster en fait dans les maçonneries du clocher un manchon pour pouvoir recevoir la structure intérieure de la sculpture. Vous la verrez tout à l'heure, vous comprendrez. Et du coup, à reprendre tout le parement extérieur en recherche des éléments de briques émaillées qui constituaient le motif de croix. Ce motif avait été, encore une fois, ça ne se voit pas d'en bas au départ, mais il y avait des briques fracturées et des briques manquantes. Et voilà le joli matin blême et très froid par lequel nous avons vu s'élever cette sculpture de l'archange qui a rejoint sa place en haut du clocher. C'est un objet rare en fait, hein. C'est un assemblage de feuilles de cuivre dorées sur une ossature en fer et elle est réalisée d'après une œuvre du sculpteur Frémier. Il y en a 3. L'une est en haut de la flèche du Mont-Saint-Michel, une seconde est au musée d'Orsay et la troisième, c'est celle-ci, c'est celle de Saint-Michel des Batignolles. Il fallait donc pas se rater dans cette affaire. Et donc voilà, arrivé en haut, on croit que c'est fini, mais non, il y a encore de longues heures d'adaptation de la structure au manchon d'accueil en fait, que je vous ai montré tout à l'heure, du capotage sur la structure, etc. Et en fin de compte, voilà, ça valait vraiment la peine de remonter cette belle œuvre en haut de son clocher. Les façades, les murs, pareil, une grande liste parfaitement indigeste. J'en ai compté de mémoire 68. Donc vous avez ici toute la liste, comme je vous l'ai montré pour les toitures. Voilà, juste, je vous le montre. L'enjeu, je ne vous fais pas un dessin là non plus. Voilà des petits exemples de ce qu'on trouve quand on est en un échafaudage ou quand on peut observer de près avec une nacelle ce qui se passe. Ces maçonneries qui sont fissurées, fracturées, concassées, desquamées, enfin toutes sortes de problèmes. Mais surtout, en ce qui concerne les façades, je voulais attirer votre attention sur le fait que de toutes les restaurations que j'ai pu voir,
pratiquement toutes ces façades ont quelque chose à nous raconter. J'appelle ça le récit des façades. C'est quelque chose d'autre que simplement leur propre présentation. C'est un récit historique, un récit de leur histoire. Et je vous montre l'exemple de la façade principale de Saint-Paul-Saint-Louis qui, après nettoyage, nous a montré très clairement ce qu'était le décor sculpté avant la Révolution, c'est-à-dire avant qu'on fasse disparaître, vous le voyez ici, hein, ces traces de bas-relief, avant qu'on fasse disparaître les symboles religieux et royaux, volontairement, hein, c'était un geste politique en fait, au moment de la Révolution. C'est aussi une histoire de statuaire, je vous montre ici cette statue à laquelle il manquait la moitié d'un visage et un bras, donc ça a été un travail là de restitution. Et une histoire d'horloge également, cette façade comportait des horloges historiques prestigieuses et rares. Celle-ci, datant de 1627, provenant de l'ancienne église Saint-Paul. Et puis une rareté, alors mes photos sont de jour, donc elles ne la valorisent pas, mais c'est une horloge nocturne que nous avons remis en fonctionnement à cette occasion. Voilà qui vous rappelle des choses, Monsieur Lagneau, je pense. Un autre exemple de récit de façade, alors tout à fait autre chose. Cet édifice est actuellement la pagode, ce qu'on appelle la grande pagode du bois de Vincennes, mais c'est aussi l'ancien pavillon du Cameroun de l'exposition coloniale de 1931. Curieux destin que ce bâtiment qui aurait dû être démoli, mais qui finalement a toujours été conservé. Et lorsque nous avons procédé à cette restauration, nous avons vu que sous ce badigeon ocre, évidemment, qui signe la présence du culte bouddhique dans cet édifice, sous ce badigeon, en fait, le décor antérieur du pavillon du Cameroun de l'exposition coloniale était encore très visible. Et donc, en accord avec la conservation des monuments historiques et avec l'Union bouddhiste de France, nous avons décidé d'ouvrir cette fenêtre ici, cette fenêtre souvenir qui permet aux gens de l'Union bouddhiste de France, quand ils font visiter, de décrire l'historique de cet édifice et de parler de ces anciennes peintures décoratives. On peut intervenir également sur les façades en entretien programmé, c'est-à-dire en prenant sur ces lignes thématiques annuelles. Je vous en montre un exemple. Là, évidemment, c'est possible quand c'est un petit élément de façade qui ne permet d'utiliser un budget pas trop important, mais c'était le cas pour la petite façade de Saint-Denis de la Chapelle dans le 18e arrondissement. C'était une intervention simple, en fait, c'était essentiellement un nettoyage soigné. Donc, à cette occasion, nous avons pu utiliser ce budget d'entretien pour travailler sur cette façade. C'est le travail, évidemment, des surveillants de travaux. Je vous montre un exemple qui est peut-être une des premières que j'ai vues en arrivant dans le service. C'est Saint-Julien-le-Pauvre, la façade principale de Saint-Julien-le-Pauvre. On en a fait énormément, évidemment, des restaurations de façades de ce type, juste pour vous montrer que rien que sur une petite façade comme celle-là, nous avions plusieurs problématiques rigolotes. Expliquer, par exemple, que ce fronton en pierre, en fait, ça n'était pas des pierres faites pour être vues. On le trouvait comme ça à ce moment-là, mais en réalité, non. L'épaisseur des moulures autour nous le démontrait très bien. La nature même de cette maçonnerie nous le démontrait. Nous avions un petit problème de ruines stabilisées, vous voyez, ici sur le côté, puisque une travée de cette église avait été démolie au XVIIe siècle et qu'il nous restait ici ces arrachements de l'église d'origine. Et puis un petit problème technique qui est, vous voyez, cette descente d'eau pluviale qui tombe là comme un cheveu sur la soupe dans la façade principale et pour lequel nous avons dû trouver un autre chemin qui passe dans les combles derrière la façade. Et voilà, c'est tout à fait ça a l'air une façade simple, mais en réalité, non, ça n'est jamais simple. Il y a toujours des petits problèmes à résoudre. Et puis quelques années plus tard, là, c'est vraiment une restauration par opération successive. Nous avons restauré les façades du chevet et de la façade nord de cet édifice. Évidemment, une dernière en date qui est Saint-Augustin, le massif d'entrée de Saint-Augustin que nous avons livré en 2018, parce que dans la méthodologie des traitements de façade, des restaurations de façade par opération successive, elle marque la numéro 1 d'une série. Vous voyez bien sur la façade latérale, nous avons traité ce massif d'entrée et aspirons maintenant évidemment à poursuivre par opération successive cette grosse restauration de façade.
Évidemment, il y a tout un récit également sur les problématiques que nous avons rencontrées, notamment celle de la restitution de certains groupes sculptés et celle de la dorure ou pas, sur cette grande rose en fonte. Mais en réalité, nous avons trouvé, à partir de l'échafaudage, des traces de dorure sur cette armature en fonte. Et donc, il était évident que cette armature avait été dorée. Et c'est pourquoi nous l'avons de nouveau dorée. Le programme pluriannuel de Saint-Eustache, je le cite parce que c'est quelque chose qui est entrepris depuis 20 ans. Donc c'est à la suite de la restauration du Grand Comble, ça c'était dans les années entre 1980-1990, nous avons entrepris les façades. Et ça a commencé dans les années 2000, travée par travée. Mais quand je dis travée, c'est très complet puisqu'à chaque fois c'est vraiment mur goutreau supérieur, l'arc-boutant, la toiture des collatéraux, mur goutron intermédiaire, toiture basse et mur goutreau des chapelles. Oh, pardon, j'avais trop vite. Voilà. Et là, le plan numéroté que je vous montre là vous indique la succession des opérations. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est qu'à mesure que les travées de cette façade sud sont restaurées, nos collègues de la conservation des œuvres d'art viennent immédiatement après, quand les maçonneries ont séché, et restaurent les décors peints à l'intérieur des chapelles. Donc l'explication de ces numéros, c'est ça. C'est-à-dire que vous nous voyez sautiller en quelque sorte, à partir de la restauration du Grand Comble, c'était le numéro 1, et ensuite, ces 2 travées, ces 4 travées suivantes, et les décors arrivent derrière, en numéro 4. Et on continue, le chevet, et les décors arrivent, etc. Voilà, c'est cette méthodologie que je souhaitais vous présenter. Et la dernière en date est la restauration de ce qui restait à faire sur la façade sud, c'est-à-dire le bras sud du transept, qui a été l'occasion de découvrir, de revaloriser ce prodigieux décor sculpté du portail sud, qui sont autant de petites maquettes d'architecture, comme vous les voyez ici. C'est quelque chose de stupéfiant que dans Paris, je n'ai vu que là. Bon, tas d'autres histoires. Bon, quelques autres restaurations complètes. Quand l'édifice est plus petit en surface, en volume, nous procédons, c'est arrivé, en restauration complète, toiture et façade. Ce fut le cas de Sainte-Marie des Batignolles dans le 17e, ce fut le cas de Sainte-Marguerite dans le 11e arrondissement, ce fut le cas de Saint-Éloi dans le 12e. Bon, c'est vrai que c'est une église beaucoup plus récente, mais qui est propriété, ça surprend ça toujours, mais qui est propriété de la ville de Paris du fait qu'elle a succédé terme à terme à une église du 19e siècle qui, elle, appartenait à la ville de Paris dans le cadre statutaire de 1905. Voilà l'explication. Et j'en viens à une opération très chère à mon cœur, qui est celle de la restauration de la tour Saint-Jacques. Un chantier qui a commencé en mai 2006 et dont je vous montre ici les installations. Nous avions une emprise importante pour ce chantier et cela nous a permis de mettre en place un atelier de pierre de taille où la taille de pierre a vraiment été réalisée sur place. Ce qui a permis, en ouvrant des baies dans cet atelier, ce qui a permis au public de voir, autant qu'il le souhaitait, travailler les tailleurs de pierre. C'est une opération qui a fait l'objet d'une valorisation nocturne, c'est-à-dire que nous commencions par le haut et nous avons descendu l'échafaudage progressivement en dégageant à mesure les parties restaurées. Et à mesure que ces parties émergeaient de l'échafaudage, elles étaient illuminées. Et sur l'échafaudage, nous avons fait des projections de détails du décor sculpté de la tour. Et cela grâce à nos collègues que vous voyez ici en plein travail de la direction de la voirie, que je ne remercierai jamais assez pour leur aide. Un très beau travail de taille de pierre. Il s'agit d'architecture gothique flamboyante, et donc observez simplement ce caillou, c'est comme ça qu'on dit, hein, voilà. Observez cet élément, vous voyez bien qu'on a une forme extrêmement complexe sur une face, on a une forme également extrêmement complexe sur l'autre face, mais ça n'est pas tout. Regardez un peu en détail ce qui se passe entre les deux. C'est vraiment de la taille de pierre de très très haut niveau, c'est très complexe. À mon sens, presque plus complexe que de la sculpture figurative, parce que là, on a une géométrie à respecter, et il faut que tout s'emboîte absolument parfaitement. Donc c'est à la fois très complexe et on n'a aucune liberté. Voilà, je évidemment salue ce prodigieux travail et j'ai d'autant plus de plaisir à évoquer cette opération qui a eu énormément d'apprentis qui sont passés sur ce site et que pendant toutes les années qui ont suivi, je croisais sur les chantiers des tas de gens qui me disaient « Ah, j'étais sur la tour Saint-Jacques. Ah, j'étais sur la tour Saint-Jacques. » Ça, c'est quelque chose de vraiment très satisfaisant de les retrouver après
partout, en pleine maturité, en pleine possession de leur métier. Un décor sculpté absolument stupéfiant, à tous les niveaux, y compris en grande hauteur, du décor sculpté 16e siècle, du décor sculpté 19e siècle. Je vous en montre avant nettoyage, après nettoyage et restauration. Donc ça, c'est un travail extrêmement minutieux qui a été réalisé de façon à valoriser et redécouvrir ce décor. Juste une question de précision, qu'est-ce que c'est comme pierre? Alors ici, sur les édifices antérieurs au XIXe siècle, on a en général une pierre de Saint-Leu. C'est sur la carrière est sur la commune de Saint-Maximin. Sur la commune de Saint-Maximin, d'un côté de l'Oise, vous avez le bassin de Saint-Leu et de l'autre côté, le bassin de Saint-Maximin, proprement dit. Là, c'est la carrière de Saint-Leu. Voilà, c'est celle qu'on trouve le plus couramment. Mais au XIXe siècle, c'est majoritairement du Saint-Maximin qu'on trouve dans Paris. Voilà. Un travail sur la statuaire. 2 des statues étaient considérablement dégradées. Il y a 18 statues, en fait, qui ont été mises en place sur la tour au moment de la restauration de Théodore Balue, dans les années 1850. 2, donc, étaient considérablement dégradées. Donc, le parti qui a été pris était de déposer ces 2 statues. Elles sont présentées actuellement au rez-de-chaussée de la tour contre les piliers, les originaux, j'entends, et une copie en pierre. Donc, vous voyez là l'original et la copie a été installée à sa place. Là, c'est le Saint-Roch, même chose pour le Saint-Léonard, sur la façade de la tour. Et voilà, ce qui fait que 3 ans plus tard, pratiquement, c'était en janvier 2009, nous avons pu livrer et la tour et le square restitué, puisqu'il fallait réaménager le square pour, je l'espère, le plus grand plaisir des Parisiens. Nous l'avons valorisé, évidemment, ensuite, cette tour, avec plusieurs actions. La maquette tactile pour les personnes non-voyantes est présentée généralement à la mairie du 4e. Là, vous pouvez la voir sur le stand de la mairie de Paris, juste à côté. Nous l'avons amenée pour ce salon du patrimoine. Et puis, une numérisation 3D que l'on peut voir tout simplement, parce qu'il y a évidemment un flashcode sur place qui permet de voir tout ça sur son smartphone et qui permet surtout de zoomer sur ces décors sculptés, vraiment de les voir de très près et d'en profiter comme seuls les oiseaux peuvent le faire normalement. Mais ça vaut vraiment la peine là de faire ce type de démarche en raison, encore une fois, de la richesse et de la beauté de ce décor sculpté. Je n'oublierai pas les travaux d'assainissement. C'est très ingrat, les travaux d'assainissement, parce qu'une fois que c'est fait, tout le monde s'en fiche, on ne voit plus rien. Par définition, ça se passe sur les réseaux, ça se passe en sous-sol. Bon, mais ce sont des travaux quelquefois assez complexes. Je vous montre ici l'exemple de Sainte-Marguerite, tout simplement parce qu'on est souvent, comme je vous disais tout à l'heure à propos de nos collègues du département d'histoire de l'architecture et d'archéologie, on est souvent sur des sites archéologiques et ça nécessite d'avoir auparavant une fouille archéologique. Donc ça a été le cas à Sainte-Marguerite et tous ces travaux ont été réalisés avec dans l'idée que nos collègues de la conservation des œuvres d'art viendraient ensuite, c'est ce que je vous montre ici, restaurer le décor intérieur de la chapelle des âmes du purgatoire à Sainte-Marguerite. Je vous invite à voir ce beau résultat, mais c'est la fin de tout un processus d'assainissement de l'édifice. Je n'oublierai pas, dans cette idée de reprise en sous-œuvre et de travail en sous-sol, l'importante reprise en sous-œuvre de la petite église Saint-Germain de Charonne dans le 20e arrondissement. Elle était très mal en point, elle glissait sur sa colline, on a bien cru qu'on allait la perdre. La voilà, avec tous ses étaiements et tout son carcan de contrefiche, de soutènement. Intervenir en sous-œuvre dans cet édifice, cela signifiait aussi une fouille archéologique préalable. Il y a une fouille archéologique intégrale de l'intérieur de l'église avant qu'on puisse intervenir. Cette fouille, d'ailleurs, a fait l'objet d'une médiatisation dans la médiathèque voisine. C'est ce que je vous montre ici, toute une exposition pour expliquer ce qu'on était en train de faire. Et ensuite, les travaux de reprise en sous-œuvre proprement dit, avec évidemment des machines. C'est très impressionnant le moment où on voit l'édifice complètement vidé comme une carcasse qui est livrée à ces gros engins qui reprennent par des techniques, en l'occurrence jet grouting, je ne m'étendrai pas, mais qui reconstituent en quelque sorte des fondations à cet édifice et des fondations qui soient adaptées à la réalité de son sous-sol. Des traitements également, des maçonneries d'accompagnement. Il y avait des murs attenant à cette église qui n'étaient pas très bien en point aussi, et donc qui ont également été repris en sous-œuvre, consolidés, refaits en meulière. Et puis l'intérieur, ici, très soigneusement restauré sous la direction de Jean-François Lagneau.
J'ai plusieurs occasions de le citer d'ailleurs, parce que plusieurs des opérations, effectivement, ont été dirigées par cet architecte des monuments historiques. La tour nord de Saint-Sulpice, évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer cette opération qui a été une opération majeure des 20 dernières années et au moment où elle s'est faite, la plus importante opération en matière de taille de pierre réalisée en France à ce moment-là, hein, j'entends. Alors plusieurs phases. Une installation de chantier, et là j'ai une pensée émue pour les monteurs de grue, qui sont quand même des gens assez stupéfiants de calme et de sérénité, alors qu'on les voit perchés à des hauteurs invraisemblables, attachés évidemment, mais quand même c'est extrêmement impressionnant de les voir travailler. Donc cette énorme grue montée et fondée en plus, hein, parce que nous étions au-dessus d'un parking. Rien n'est jamais simple dans les installations de chantier. Premier stade, le départ des cloches. Ça commence par ça, parce que nous savions que dans cette tour nord, nous avions le beffroi des cloches et que nous allions donc traiter la campanologie. Donc, première chose, descendre tranquillement les cloches. Vous les voyez avancer là sur le premier niveau, le deuxième niveau par contre du péristyle, sur leur petit rail et partir sur le camion pour leur lieu de restauration. Et ensuite, le démontage du 4e niveau, donc le niveau le plus haut, a pu commencer. Alors pourquoi démontage ? Il s'agit d'une architecture donc 18e siècle, c'est ce qu'on appelle la pierre armée. Elle est même en l'occurrence surarmée, parce que c'est une architecture qui s'est développée en plusieurs épaisseurs. C'est-à-dire qu'elle s'est développée en hauteur et elle a été remise en architecture. Les 2 niveaux supérieurs ont été remis en architecture, on peut dire 2 fois, par 2 architectes successifs. Et donc c'est ferraille, ferraille, ferraille et referraille. Il y en a absolument partout et de façon vraiment surabondante. Donc c'est évidemment, il y avait eu infiltration, il y avait eu corrosion et en fait tout l'entablement de ce 4e niveau était fracturé, fissuré de partout. Ça commençait à devenir extrêmement inquiétant, cette affaire. D'où démontage, parce que c'est difficile, même en conservant un maximum de pierres, c'est difficile d'arriver à faire ces remplacements de pierres dans ces cas-là sans avoir un démontage préalable. Démontage avec un très lourd étaiement préalable, c'est ce que vous voyez, c'est la structure métallique que vous voyez là dans le niveau qui est juste au-dessous de ce 4e niveau. Voilà, assise par assise, donc le 4e niveau est descendu jusqu'au niveau du dallage de terrasse, ensuite démontage du dallage de terrasse qui nous a permis de découvrir comment était construit cette voûte et ce dallage, jusqu'au moment où on n'avait plus de terrasse du tout et où on a pu extraire par la trémie que vous voyez ici. Si au lieu de la montrer avec le doigt sur mon écran, je vous la montrais avec la flèche, ce serait mieux. Voilà. Nous avons pu ici extraire bois par bois les éléments constitutifs du beffroi. Donc vous le voyez là en entier, en cours de démontage et l'extraction. Et toutes les pièces du beffroi démontées sont parties sur leur lieu de restauration. Et le remontage du 4e niveau a commencé. Donc voilà la voûte, évidemment, enfin la structure, le cintre qui permet le remontage de la voûte, etc. Et le remontage jusqu'à reconstituer la balustrade sommitale, c'est ce que vous voyez là. Un travail de pierre également sur l'étage courant plus habituel, le nettoyage bien entendu, et puis des remplacements en tiroir, un travail de reprise, de ragréage, ou pour certains chapiteaux fracturés, de restitution pour les chapiteaux composites, en fait, c'est le 4e niveau, donc ils sont composites. Voilà. Alors, évidemment, un travail très particulier sur les statues des évangélistes. À la base du 4e niveau de la tour nord, vous avez 4 statues monumentales représentant les 4 évangélistes. 2 ont l'air dans un état correct, mais en réalité, elles avaient déjà été greffées, comme vous pouvez le constater. Les 2 autres commençaient à ressembler furieusement à des patates. Je n'ai pas d'autres qualificatifs. Donc, la décision qui a été prise, c'est des relevés en 3D, relevés numériques, des prises d'empreintes, enfin, tout ce qu'on a pu utiliser comme technique de repérage et de mémorisation de l'existant a été utilisé. Et ensuite, les statues originelles ont été démontées et déposé dans l'idée, vous voyez ici la niche vide, c'était nos premières réflexions, d'être présentées dans la crypte de l'église Saint-Sulpice. Vous verrez le résultat tout à l'heure.
Et puis, le travail de restitution a commencé. Ça commence toujours par d'abord des recherches documentaires, énormément de recherches documentaires, des croquis, enfin voilà. Et puis des maquettes, premières petites maquettes au 10e. C'est assez ravissant, hein, ces petits objets qui sont faits. C'était les ateliers Bouvier en l'occurrence, qui ont travaillé avec acharnement pour produire ces restitutions. Dans des cas parfois difficiles, parce que quand on part de situations comme celle-là, vous voyez, c'est-à-dire d'originaux vraiment pratiquement plus lisibles, la recherche documentaire est tout à fait essentielle. Et évidemment, la vie collégiale de la conservation des monuments historiques, de la maîtrise d'ouvrage, du maître d'œuvre, enfin, etc. Toutes ces restitutions sont abondamment discutées. Et vous avez ici, dans les ateliers, la modélisation à l'échelle 1, avec le modèle original, enfin une empreinte en fait, hein, une sortie du modèle original, et le même, en fait, elles ont été faites 2 fois, ces maquettes à l'échelle 1, l'une gardée à côté conforme à l'original et l'autre avec la proposition de restitution. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la proposition de restitution, eh bien, ces statues ont été sculptées dans la pierre. Et ce sont ces modèles sculptés qui ont été ramenés. Encore une fois, elles sont assisées et pas monolithes, ont été ramenées sur place par éléments et remontés éléments et réassemblés en fait sur la place qui les attendait à la base du 4e niveau. Et voilà les statues originales qui sont présentées maintenant dans la crypte de l'église, où on a trouvé des emplacements où elles sont assez bien valorisées. Celle-là, très fantomatique en fait dans la partie de l'église la plus sombre et la plus mystérieuse, mais ça leur correspond tout à fait bien en fait. Hein. C'est un bel environnement de valorisation pour ces statues. Pendant ce temps, le beffroi était en cours de restauration dans la région d'Angers. Et donc une fois un travail fait sur le remplacement de certaines pièces, sur le renforcement de certains assemblages, la réfection de certains assemblages, il fallait qu'il attende. Donc il a été provisoirement remonté, chargé avec des gros sacs de sable pour être mis en situation de charge comme il devait l'être sur place plus tard avec les cloches. Et on lui a construit un abri, voilà l'abri qui est en cours de constitution et qui est fait pour être... on est en train de poser le revêtement là sur cet abri, mais c'est quelque chose qui est fait pour qu'il soit ventilé de façon à ce qu'il attende vraiment dans les conditions de sa repose ultérieure. Et le moment venu, quand l'édifice a été prêt à recevoir de nouveau le beffroi, toutes les pièces ont été ramenées, stockées sur le toit du péristyle et une à une remontées, réintroduites à l'intérieur de la tour nord et remontées exactement dans le sens inverse du démontage que vous avez vu tout à l'heure. Le troisième niveau a nécessité un renforcement. Ce sont des tiges fibres de verre qui ont été introduites pour le ceinturer. Il avait nettement tendance à s'ouvrir également, ça c'est une chose, mais ça a été surtout, c'est ce que je vous montre là, un moment assez émouvant où en démontant le parement extérieur, on a vu apparaître le parement de la phase architecturale antérieure. C'est-à-dire, comme je vous disais, c'est un édifice qui s'est construit en élévation, qui s'est développé en élévation, mais qui s'est également développé en chemisage successif. Et à ce moment-là, évidemment, on l'a beaucoup documenté sur le plan photographique, on a vu ce parement de la tour sud exactement comme on le voit encore quand on se retourne vers la tour nord, qui, elle, n'a jamais été achevée. Voilà. Donc ça, c'est ce moment-là que je vous montre sur cette photographie. L'architecture de la tour nord de Saint-Sulpice est un très bel objet de taille de pierre, on dit de stéréotomie. Ah, pardon, je vais trop vite quand même. J'ai plaisir à vous montrer ces photos. À chaque fois qu'on a l'occasion de faire des visites à l'intérieur de cette tour nord, tout le monde est absolument sidéré par cette architecture et cette taille de pierre qui est, 18e, d'accord, intemporelle à mon avis, parfaitement intemporelle. Je vous présente également un détail du décor sculpté, parce que le décor sculpté, il est à l'échelle de l'édifice, c'est-à-dire qu'il est extrêmement profond, extrêmement fouillé, et il faut ça pour exprimer cette architecture et exprimer la valeur des noirs, justement. Ce qu'on appelle les noirs en sculpture, c'est justement ce qui permet que, depuis le sol, on perçoit le décor sculpté. Voilà, donc c'est cette profondeur que je voulais
vous montrer. Et voilà le retour des cloches. Une fois qu'on a réinstallé le beffroi, les cloches, après restauration, elles étaient en Normandie, elles, les cloches reviennent. Alors c'est un démontage complet. Toutes les pièces d'accastillage sont traitées anti-corrosion les unes derrière les autres, remplacées pour certaines, assez peu en fait. Les cloches soigneusement nettoyées, apprêtées, et les voilà qui reviennent exactement par le même chemin qui les avait conduits au départ, déjà quelques années avant. Le démontage du deuxième niveau. Nous avions au deuxième niveau 2 colonnes qui devaient être entièrement remplacées. Elles étaient fracturées verticalement, elles souffraient donc à l'écrasement, elles étaient frettées depuis déjà de nombreuses années. On savait qu'on aurait à les remplacer un jour. Par ailleurs, l'entablement du deuxième niveau, encore une fois, on est dans ce problème de pierre armée à très grosse échelle. Vous voyez ici les petits personnages qui sont là, qui vous donnent une idée des dimensions des pierres qui sont mises en œuvre pour ce grand entablement du deuxième niveau de Saint-Sulpice. Et donc, c'est également un démontage et remontage avec un calepin qui a été... Un calepin, donc c'est le système d'assemblage des pierres qui a été très étudié de façon à avoir le report de charge le plus performant possible et à remettre en place un peu moins quand même d'éléments métalliques que nous en avons trouvé, parce que c'était vraiment un tricot d'armature métallique, cette maçonnerie. Je vous montre la réfection, n'oublions jamais les couvreurs, la couverture du péristyle, une fois que tout ça a été achevé, d'abord avant la restitution des voûtes du péristyle, la protection également des abassons du niveau des cloches. Voilà. Et puis, on arrive enfin au premier niveau où, en effeuillant, on peut dire, l'entablement, toujours les entablements qui nous posent des problèmes, on est tombé sur cette patouille de restauration antérieure vraiment très étonnante. On le savait par la documentation qu'on allait trouver quelque chose de vraiment bizarre. Et en fait, là, on a substitué à cet arrangement des pierres de taille qui sont introduites par... incrustation comme vous l'avez vu. Et jusqu'à arriver enfin, donc on est en janvier 2010, donc l'air de rien, c'est 3 ans et demi plus tard, au jour de l'inauguration. Voilà. Et avec un petit serrement de cœur, comme toujours quand on a participé à des restaurations aussi importantes, nous avons vu descendre la grue que nous avions vue monter 3 ans et demi plus tôt. Voilà. Et une valorisation, ça c'est une chance. Nous avons pu faire sur cette opération une exposition de présentation de la restauration au musée Carnavalet. Donc tout le monde s'y est mis, l'entreprise qui a réalisé des maquettes. Là, ici, en fait, c'était des compagnons qui avaient réalisé cette maquette du 4e niveau comme chef-d'œuvre. Dans leur parcours. Donc on a pu l'utiliser avec une petite publication, des tas d'explications qui ont été données, vous le voyez ici, sur ce qu'est la pierre armée et sur les ferronneries qu'on peut trouver à l'intérieur des maçonneries, etc. Lorsque nous avons affaire à une architecture qui est dépourvue de ce qu'on appelle le grand décor, c'est-à-dire d'ensemble de décors avec fresques ou toiles marouflées, dorures, etc. Mais un décor qui est architectonique. À ce moment-là, le département des édifices cultuels et historiques travaille sur la restauration des parements intérieurs. En cas de grand décor, ce sont nos collègues de la conservation des œuvres d'art. Je vous présente ici le travail fait à Notre-Dame-de-la-Croix. Je vous ai montré les toitures tout à l'heure, évidemment les toitures assurant l'étanchéité de l'édifice. Nous avons pu travailler sur les parements intérieurs et ça nous donne ce résultat. Un autre exemple, c'est Saint-Éloi, c'est cette église 1950 que je vous montrais tout à l'heure. Là, évidemment, façade, parement intérieur, la notion de parement intérieur, de parement extérieur n'existe pas, c'est un tout. À partir du moment où on travaille sur les façades, on fait une restauration de l'ensemble, ce qui nous vaut une église qui fête aujourd'hui son cinquantenaire cette année, me semble-t-il, oui c'est ça, et qui a une bonne présentation d'ensemble, le sol également ayant été refait avec des amiantages. Oui, parce que l'inconvénient d'une église des années 50, c'est qu'on y trouve ce qu'on ne trouve pas du tout dans les autres, à savoir parfois à certains endroits de l'amiante. Les orgues, je ne les oublierai pas. 130 orgues,
C'est au monde la plus importante collection d'orgues aux mains d'un seul et même propriétaire, à savoir la ville de Paris. 130 orgues cultuels. Pourquoi 130 orgues dans 96 édifices? Bien, parce que il est courant d'avoir un orgue de tribune et un orgue de chœur. Donc parfois nous en avons deux. Donc au total 130. Je vous montre le magnifique orgue de Saint-Eustache et vous voyez ici l'orgue de Saint-Sulpice. Je pense que c'est Daniel Roth qui doit être aux grandes orgues là en train de jouer. De beaux souvenirs, là encore. Alors, un cas assez unique qui est la mise en place d'un nouvel orgue. C'est une construction d'orgue. On n'en a fait qu'un durant cette période, mais c'est un événement rarissime qui est le nouvel orgue construit à Saint-Louis-en-Lille en 2004. Je vous montre l'ancienne orgue qui est démontée, qui est d'ailleurs toujours dans nos dépôts. Qui fera peut-être l'objet d'un réemploi ailleurs, mais en tout cas qui musicalement ne donnait pas satisfaction et qui a été remplacé par ce nouvel instrument que vous voyez là. Un joli souvenir de restauration de l'orgue de Saint-Michel-des-Batignolles. C'est un ancien orgue de Bâle qui a un son très particulier, qu'à un moment on a songé à remplacer également, et puis finalement, en accord avec le clergé, on s'est dit que ce son un peu spécifique d'orgue faisait l'originalité de la vue musicale de l'édifice, et nous l'avons adopté et conservé, cet orgue de Bâle, et restauré. La très récente restauration de l'orgue Cavaillé-Coll de Notre-Dame d'Auteuil, qui joue de manière éblouissante. Il parle à nouveau depuis quelques semaines. Si vous avez l'occasion d'assister à un concert, c'est extraordinaire. La restauration de l'orgue également Cavaillé-Coll de Saint-Jean-de-Montmartre, ça c'était en 2011. Un beau souvenir de restauration d'orgue Cavaillé-Coll également au temple de Pantemont. Restauration complète. Quand je parle de restauration, c'est vraiment un moment où tous les éléments constitutifs de l'orgue sont démontés, partent en atelier pour être systématiquement examinés, remplacés. Il n'est pas rare à cette occasion d'ailleurs qu'on découvre des jeux. Ce sont des milliers de tuyaux d'orgue à chaque fois. La partie que vous voyez là, la partie vue, ça n'est rien à côté de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on découvre parfois de nouveaux jeux qu'on valorise à l'occasion de ces restaurations. Et puis un très beau souvenir qui est la restauration de l'orgue de Saint-Séverin, qui est un orgue classique qui joue de façon absolument somptueuse. Voilà, je vais m'arrêter là et dire à mes collègues qui sont dans la salle, maintenant c'est à vous de continuer. Et ça... Alors on me demande ce qu'est cette jolie pierre qui s'envole dans le ciel. C'est Saint-Paul-Saint-Louis et c'est une pierre constitutive du socle de l'un des pots à feu. Je ne me trompe pas, monsieur Lagneau.